dans le cadre des séminaires hebdomadaires de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, c'est Valérie Fred, qui est chercheuse à l'INSPE de Toulouse, Occitanie-Pyrénées, au laboratoire Cognition, Langue, Langage et Ergonomie. Alors, pour la présenter brièvement, je peux dire qu'elle a commencé par des études de mathématiques pures et ensuite a fait un doctorat d'astronomie fondamentale, mécanique céleste et géodésie à l'Observatoire de Paris, dont le sujet était apport de l'analyse non linéaire à l'étude géophysique de la rotation de la Terre. Elle a ensuite été recrutée à l'IUFM, enfin qu'on appelle l'INSPE maintenant, pour développer des ressources pédagogiques multimédia, puis un poste de maître de conférence à Toulouse. Elle a alors réorienté ses activités de recherche autour de l'enseignement et de l'apprentissage des sciences, une reconversion thématique en psychologie du développement, et en particulier du développement des connaissances en astronomie chez l'enfant et aux facteurs de changement conceptuel. Elle a obtenu son HDR il y a 2 ans. Et donc, elle va nous parler de cela tout de suite. Je lui laisse la parole. À toi, Valérie. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans le cadre du colloque AstroEdu et des séminaires de l'IAP. Donc, j'ai choisi en fait de présenter un peu un état de l'art des recherches qui, en psychologie cognitive et en psychologie du développement, qui se sont intéressées au processus d'acquisition et de construction de connaissances en astronomie chez l'enfant, principalement l'enfant d'école élémentaire. Et en particulier, je vais présenter quelques résultats de recherche qui concernent la compréhension du concept de forme de la Terre chez l'enfant, en lien donc avec à la fois les enseignements explicites qu'il va recevoir, son contexte culturel, les différents témoignages plus ou moins convergents auxquels il est confronté, mais également ses intuitions, observations ou expériences propres avec le monde environnant. Alors, il faut savoir que le domaine de la psychologie s'est fortement intéressé au développement des connaissances en astronomie, parce que ce sont des connaissances qui sont principalement contre-intuitives et surtout pour lesquelles l'expérience directe n'est pas possible. Donc, comprendre la façon dont les connaissances se développent dans ce domaine permet d'avoir des informations plus générales sur les processus cognitifs sous-jacents à l'appréhension de phénomènes abstraits ou contre-intuitifs et également au rôle des témoignages, au rôle relatif des témoignages d'autrui, de l'enseignement, de la transmission culturelle et des intuitions sur cette compréhension. Alors, je vais partager, j'ai oublié de partager mon écran. Donc voilà, donc le titre de la présentation, c'est le développement des connaissances en astronomie chez l'enfant d'école élémentaire. Et je présenterai tout d'abord un débat. Il existe un débat dans la littérature que je vais davantage détailler dans les diapos suivantes, mais qui concerne les processus impliqués dans l'acquisition de ces connaissances scientifiques. Donc, en particulier, il y a des auteurs qui considèrent qu'il y a des présuppositions qui sont innées et universelles qui vont fortement contraindre toute l'acquisition des connaissances ultérieures. Donc, ces présuppositions, elles sont issues de la physique naïve. Et à l'inverse, il y a des auteurs qui considèrent que soit ces présuppositions sont inexistantes, soit plutôt qu'elles sont très faiblement contraignantes. Donc, ce ne sont pas elles qui vont guider les apprentissages. Le deuxième point concerne la modélisation du développement des connaissances en astronomie chez l'enfant. Donc, d'une part, certains auteurs considèrent que ce développement est unitaire, donc organisé par paliers successifs, donc universel, où chaque enfant, enfin tous les enfants vont passer un peu par les mêmes types de développement. Et à l'inverse, la théorie concurrente considère qu'au contraire, ce développement est pluriel et que les trajectoires donc, sont différentes en fonction du contexte socio-culturel, enfin des contextes auxquels est confronté l'enfant. Et enfin, ce débat porte également sur le rôle de la culture, puisque dans le premier cas, la culture est considérée comme étant secondaire, c'est-à-dire n'influençant que très peu le développement de l'enfant au niveau de ses connaissances en astronomie, alors qu'à l'inverse, pour la seconde approche, c'est le processus principal qui va guider le développement, l'acquisition et le développement des connaissances. Alors, il y a deux approches théoriques qui sous-tendent ce débat, deux approches plus générales, qui sont l'approche de la théorie naïve, pour laquelle l'enfant, donc selon cette théorie, l'enfant va construire ses propres théories sur le monde à partir de principes de base
Et cela va lui permettre, dans divers domaines, que ce soit en physique, en biologie ou en psychologie, d'expliquer le monde environnant. Alors, l'idée principale, c'est que ce sont des théories, c'est-à-dire que ces théories naïves sont caractérisées par une forte cohérence interne et un pouvoir explicatif et prédictif. Donc, dit autrement, les enfants vont interpréter les événements à partir de ce modèle cohérent et donc répondre à un certain nombre de questions suivant cette organisation cohérente conceptuelle. Donc, suivant cette théorie, le développement, il est vu comme un processus principalement de changement de théorie, donc de restructuration radicale des théories initiales de l'enfant. Donc, c'est juste une schématisation, en fait, juste pour montrer voilà, que l'enfant il va avoir une certaine cohérence interne au niveau de sa construction des connaissances et il va devoir modifier souvent radicalement sa conception, donc en une autre théorie, jusqu'à acquérir la conception attendue scientifique a priori. Alors ça, c'est la première approche. La seconde approche, qui est nommée la théorie de la connaissance par morceaux, donc une approche générale qui a été développée principalement dans le domaine de la physique par un auteur qui s'appelle Disessa et qui considère donc que c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que pour ces auteurs, les enfants ne présentent aucune structure théorique cohérente interne, c'est-à-dire que leurs connaissances vont être constituées de petits éléments primitifs de connaissances qu'ils appellent des primitives phénoménologiques, d'où P', et qui sont donc acquises à partir de leurs expériences directes, c'est-à-dire de leurs actions directes sur le monde. Ces éléments primitifs de connaissances vont être activés différemment et indépendamment suivant le contexte. Donc la dépendance au contexte, elle est centrale dans le système ici conceptuel supposé. Et le développement de ces connaissances, dans cette théorie, il est vu du coup comme un processus d'accumulation, de sélection, d'organisation ou de réorganisation de ces éléments primitifs de connaissances qui va permettre d'acquérir, via un enrichissement progressif de tous ces éléments, des structures de plus en plus complexes jusqu'à la structure, la connaissance scientifique. Donc, de manière schématique, on imagine des éléments de connaissance qui ne sont pas reliés entre eux. L'enfant va sélectionner, réorganiser et faire du lien entre ces éléments différents jusqu'à réorganiser les choses sous forme d'un enrichissement vers la connaissance attendue, la connaissance scientifique. Alors, ces deux approches générales, en fait, elles nous intéressent parce qu'elles ont influencé deux courants qui sont en opposition, qui concernent spécifiquement le développement, l'acquisition et le développement des connaissances en astronomie chez l'enfant. Donc, d'une part, il s'agit de la théorie des modèles mentaux en astronomie, donc qui est issue directement de la vision de la première théorie, c'est-à-dire de la théorie naïve, et qui voit les choses donc, de la façon suivante, c'est que l'enfant, dans le domaine de l'astronomie, acquiert et structure de manière cohérente ses connaissances sous forme de représentation interne qu'ils nomment des modèles mentaux. Donc, je vais décrire dans les diapositives suivantes ces modèles. Et le développement donc, des connaissances en astronomie, il va être fortement contraint par des présupposés initiaux et universels, sur lesquels je vais revenir également. Donc ça, c'est le facteur principal qui va contraindre l'acquisition et le développement des connaissances chez l'enfant. Et dans une seconde mesure, le contexte culturel, mais qui va être donc à la marge, qui va simplement agir sur certaines petites spécificités des modèles mentaux. Alors, avant de décrire les différents types de modèles mentaux, en fait, ces auteurs ont proposé une structure conceptuelle hypothétique qui serait sous-jacente à l'émergence de ces modèles cohérents, ces représentations internes cohérentes chez l'enfant, et qui se base sur les principes suivants. Donc, il a été montré, par exemple, par Speck et Baillargeon, que les bébés possédaient des principes de base innés qui allaient guider l'acquisition de leurs connaissances ultérieures sur le monde. Donc, ils appellent ça des contraintes ou des présuppositions
ou des intuitions. Et celles-ci sont organisées dans un cadre théorique général plus large de la physique dont les enfants n'ont pas forcément conscience. Et ce cadre théorique de la physique va contraindre tout le processus d'acquisition des connaissances ultérieures à propos du monde physique. Donc, ces idées de base sont reprises dans le cadre de l'astronomie en supposant qu'on a aussi un cadre théorique sous-jacent à l'interprétation des phénomènes d'astronomie qui est basé sur un certain nombre de présuppositions ontologiques et épistémologiques que je vais décrire juste après. Simplement, je voulais vous montrer la façon dont ces résultats ont été obtenus chez le bébé. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'astronomie, mais c'est pour illustrer cette histoire de cadre théorique ou d'idées naïves. En fait, donc les auteurs ont proposé des événements de familiarisation aux enfants où il y avait donc un support, une boîte qui était poussée sur le support. Et ensuite, ils avaient deux groupes de bébés, donc c'est des enfants dès l'âge de 3 mois qui sont concernés ici dans cette expérience. Donc, un groupe de bébés où la boîte, en fait, était poussée et tombée, et un événement impossible où, pour l'autre groupe de bébés, la boîte était poussée et restée ensuite en lévitation après être sortie de la boîte. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que les bébés avaient un temps de fixation beaucoup plus important, enfin significativement plus important lorsque la boîte ne tombait pas que lorsqu'elle tombait. Et à partir de ce type d'expérience, ils ont déduit qu'il y avait des savoirs précoces, comme ici le fait que l'objet devait chuter. Donc, pour revenir à notre structure conceptuelle ici des modèles mentaux, l'idée étant qu'il y a donc un certain nombre de présuppositions qui sont, par exemple, donc qui sont basées sur les objets physiques. Par exemple, voilà, un objet, il est solide, la gravité va agir du haut vers le bas, donc un certain nombre de présuppositions que l'enfant a construit dans un cadre général de la physique, et des présuppositions épistémologiques, comme par exemple, les choses sont comme elles apparaissent. Alors, ces présuppositions sont supposées, en fait, contraindre la façon dont l'enfant va interpréter les observations et les informations culturelles qu'il reçoit ici à propos de la Terre. L'exemple que je donne, c'est par rapport à la forme de la Terre. Donc, par exemple, ces observations ou les informations culturelles qu'il reçoit peuvent être du type le sol, voilà, s'étend sur une surface plane sur une grande distance, ou le soleil, la lune, les étoiles sont dans le ciel, etc. Ces présuppositions, donc, en contraignant fortement l'interprétation des observations et des informations culturelles, vont finalement permettre la génération chez l'enfant d'une ce qu'on appelle une théorie spécifique sur la Terre, qui va générer donc un certain nombre de croyances qui peuvent être ici la Terre est plate et à la forme d'un disque ou d'un rectangle, où la Terre est supportée forcément par un sol. Il y a un support à la Terre. Et ce sont finalement, in fine, ces croyances générées donc, sous la contrainte des présuppositions qui vont permettre à l'enfant de développer des modèles mentaux cohérents, ici donc des modèles initiaux de la forme de la Terre, comme la Terre étant considérée comme rectangle ou sous forme de disque. Alors, ces modèles ici qui sont présentés sont les modèles qu'on va appeler des modèles naïfs, les modèles initiaux de la Terre, mais les auteurs ont défini 3 catégories de modèles qu'ils ont identifiés donc, chez les enfants, donc leurs études portées sur des enfants entre 6 et 11 ans, donc avec une progression bien sûr d'un modèle à un autre, je vais l'expliquer juste après. Donc les modèles sont répartis en 3 catégories. Donc tout d'abord, en bas, vous avez ce qu'ils appellent les modèles initiaux. Donc un modèle de Terre en forme de disque, un modèle de Terre rectangle. Alors ces modèles, en fait, illustrent justement la contrainte des fortes présuppositions de platitude et de support et de gravité au bas pour la Terre. Donc, ce sont des modèles sur lesquels la Terre est plate. Elle peut être ronde ici, mais en étant plate, et avec les hommes qui ne peuvent habiter que sur le dessus,
Et on peut avoir également la notion de support qui est sous-jacente. Alors, lorsque l'enfant il est confronté à des informations de rotondité de la Terre, en fait, selon ces auteurs, il va créer, pour ne rentrer ni en contradiction avec les informations scientifiques qu'il reçoit, ni en contradiction avec ses présuppositions, il va créer des modèles qui sont appelés des modèles synthétiques, pour lesquels, finalement, il va concilier les deux sources d'informations sans rentrer du tout en contradiction et sans avoir à choisir l'une ou l'autre des représentations. Donc, ça va être, par exemple, ici, le modèle de Terre double, où en fait, les hommes vivent sur un sol plat, sur une Terre plate, et la Terre sphérique, finalement, c'est la Terre, c'est une planète qui est dans le ciel. C'est-à-dire que voilà, les enfants, à ce type de, lorsqu'ils vont être interrogés, ce type de modèle, ils vont pouvoir, par exemple, dire qu'on habite sur un sol plat avec un support, et que si on veut voir la Terre, on regarde vers le haut. Donc, c'est interprété comme étant l'expression de ce type de modèle. Autre modèle qui a été retrouvé, c'est un modèle de Terre creuse. Donc, dans ce modèle, en fait, la Terre est sphérique, mais on va habiter à l'intérieur de la Terre sur un sol plat. Et donc, là aussi, on résout la contradiction apparente de platitude et de rotondité de la Terre. Et enfin, la Terre aplatie avec la même idée, mais on habite sur un sol exagérément plat, sur le dessus de la Terre, sans la notion de gravité. Et enfin, le modèle scientifique, le modèle attendu, on va avoir la Terre avec sa forme sphérique et les hommes qui peuvent habiter tout autour avec la présupposition de gravité au bas qui est abandonnée également. Donc l'idée pour ces auteurs, c'est que finalement, tous les enfants, quel que soit leur contexte culturel, vont passer par ces différents stades. Alors, pas forcément par tous, mais on va avoir des modèles d'abord naïfs, qui concernent les modèles initiaux et synthétiques, et ensuite vont atteindre le modèle scientifique. Et cela va prendre du temps, parce que ça demande de réviser des présuppositions fondamentales de la physique. Alors, ils ont fait le même type d'études avec, dans le cadre du cycle journée-nuit, et de la même façon, ils ont observé, toujours de manière limitée, un nombre fini de modèles. Donc là, il y en a un peu plus, mais c'est quand même un nombre à chaque fois limité de modèles, avec les trois mêmes catégories, des modèles initiaux, où l'enfant construirait initialement des modèles où la Terre est plate et le Soleil est soit occulté, soit part dans l'espace, ou alterne avec la Lune jour-nuit de cette façon sur un mouvement de translation au bas. Ensuite, les modèles synthétiques seraient liés, en fait, donc là, avec une Terre qui devient sphérique, mais avec une alternance systématique du Soleil et de la Lune, soit avec un mouvement de translation, soit avec un mouvement de rotation, mais avec les deux astres qui sont toujours diamétralement opposés. Et éventuellement, la rotation de la Terre sur elle-même, mais avec la Lune fixe en face du Soleil, toujours de la même façon, diamétralement opposée. Et enfin, la construction du modèle scientifique, où là, effectivement, la Terre va tourner sur elle-même, mais la Lune va également tourner autour de la Terre, et le Soleil, en première approximation, ici, sera considéré comme fixe pour expliquer le cycle journée-nuit. Donc voilà, toujours la même idée, une progression avec trois types de modèles et en nombre fini, quels que soient les enfants interrogés. Alors voici, juste pour faire une petite illustration, un dessin qui avait été obtenu avec un enfant de CM2, où il expliquait un petit peu comment se passait le changement de la journée à la nuit. Donc on avait une Terre sphérique avec donc un petit personnage qui pouvait habiter effectivement partout autour de la Terre et une balle qui allait retomber sur le sol, mais associée donc à un mouvement alternatif de translation du Soleil et de la Lune. Alors, toujours pour continuer sur cette théorie des modèles mentaux en astronomie, le développement, comme on l'a vu, conceptuel, il est considéré comme passant par des étapes, qui sont les différentes catégories de modèles mentaux. Et selon Wozniacki et Breuer, donc avec deux études
clés en 92 et en 94, donc effectuées sur des enfants américains et des enfants grecs, ils retrouvent entre 65% et 80% des enfants qui vont posséder un modèle mental cohérent. C'est-à-dire ils vont réussir à classer tous les enfants dans soit une catégorie initiale, soit synthétique, soit scientifique. Les autres modèles étant considérés comme des modèles incohérents et représentant donc un pourcentage très faible de l'ensemble des enfants. Donc les enfants ici ont entre 6 et 11 ans. Donc le schéma développemental, c'est un schéma développemental linéaire. On va passer d'un stade, d'un palier à un autre. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'ils ont remarqué que finalement, alors ça a été dit par ce matin dans un autre exposé, c'est qu'en fait, ils ont remarqué qu'il y avait un problème de catégorisation de la Terre qui permettait d'expliquer cette difficulté d'acquisition du modèle scientifique. C'est qu'au départ, la Terre, elle est considérée comme n'étant pas un corps céleste, mais un objet physique comme n'importe quel objet terrestre. Et ils observent, donc en interrogeant les enfants, ils observent donc au départ la Terre qui est un peu considérée comme à part, qui n'est pas dans les corps célestes, et ensuite un changement de catégorisation où la Terre devient une planète comme les autres et qui permet du coup de s'affranchir un peu des présuppositions initiales de la physique naïve et d'acquérir le modèle scientifique. Donc, de manière générale, il a été montré que lorsque les objets n'étaient pas assignés à une catégorie adéquate, il y avait effectivement une difficulté dans les apprentissages. Alors, pour résumer, avant de passer à la deuxième théorie, les modèles mentaux considèrent que les connaissances des enfants sont organisées de manière cohérente en astronomie, sous forme de représentations internes, qui sont donc des modèles mentaux, universels et en nombre limité. Ça veut dire que les explications des enfants, y compris celles qui semblent incompatibles entre elles, donc un enfant qui va dire à la fois que la Terre est plate et a une autre question que la Terre est ronde, pour eux, elles sont interprétées comme l'expression d'un modèle mental naïf et non scientifique, c'est-à-dire, par exemple, une Terre creuse. Donc voilà comment ils interprètent ce type d'incohérence dans les réponses. Et bien entendu, de manière sous-jacente, l'idée qu'il y a une forte influence des présuppositions sur l'interprétation des observations et des informations disponibles liées à l'astronomie. Alors la deuxième théorie, qui est la théorie de la connaissance fragmentée en astronomie, qui est issue de la théorie de la connaissance par morceaux, considère que les concepts naïfs en astronomie des enfants manquent de cohérence et sont fragmentés, donc ça rejoint la théorie précédente. Et donc l'idée de base, c'est que plutôt que de voir les enfants comme des petits scientifiques qui vont faire leurs propres observations, vont construire leurs propres théories par leurs propres modèles cohérents, ils sont d'abord considérés comme finalement n'ayant pas d'idée a priori et du coup, ils vont acquérir peu à peu des éléments de connaissance qui viennent principalement de leur culture, et on verra qu'ils mettent l'accent fortement sur l'enseignement explicite. Et ces petits éléments vont s'articuler pour finalement atteindre la théorie, le modèle scientifique. Donc, le développement des connaissances s'effectue donc sous la forme d'une accumulation de ces fragments qui n'ont pas de lien entre eux, a priori, et au fur et à mesure que l'enfant est exposé à des informations culturelles. Et notamment, ils mettent une importance fondamentale à la transmission culturelle dans le cadre scolaire. Donc, le développement, à l'inverse, là, il est pluriel, c'est-à-dire que chaque enfant va passer par un cheminement différent. Il n'y a pas d'universalité de la façon dont on va apprendre ces concepts. Et l'enrichissement graduel et la réorganisation des fragments, qui va permettre donc d'acquérir ici la connaissance scientifique, elle va être d'autant plus facilitée qu'on va utiliser des artefacts culturels, comme des globes terrestres, des matériels, on va dire, pertinents par rapport à la connaissance visée, et à travers énormément donc, les interactions dans le langage et donc les outils comme les livres, comme je viens de dire. Donc les artefacts culturels incluant le langage et tous ces outils. Donc pour résumer, les connaissances en astronomie, donc on est vraiment sur une position inverse, sont fragmentées et dépendent du contexte. Elles s'organisent systématiquement au cours du temps en une théorie scientifique. Et à l'inverse, là, les explications incompatibles, donc un enfant qui répond un coup que la Terre est plate, un coup que la Terre est ronde, pour ces auteurs, ça relève de représentations internes sous forme de fragments différents, qui sont bien sûr pas reliés,
mais ces fragments vont être activés indépendamment dans des contextes spécifiques. C'est-à-dire que la dépendance au contexte, elle est fondamentale dans cette vision. Et en fait, ils vont expliquer simplement, suivant un problème de perspective, c'est-à-dire l'enfant qui va répondre un coup que la Terre est plate, bah, c'est que simplement, il va se placer dans un contexte local, de perception locale, et ensuite, il va répondre que la Terre est ronde parce qu'il va se placer dans une perspective globale. Donc, il rejette l'idée que l'enfant est dans sa tête une représentation, par exemple, de Terre creuse avec à la fois du rond et du plat, simultanément dans le même modèle. Donc, les fragments de connaissances au sujet de la Terre sont largement influencés par les processus de transmission culturelle, donc les enseignements, les médias, etc. Et l'enrichissement et la systématisation de ces connaissances n'est pas ou très peu contraint par les présupposés. Donc, dans leur idée, c'est que très rapidement, finalement, grâce au processus d'enculturation, on va pouvoir atteindre la connaissance attendue. Alors, il est clair qu'on comprend bien que pour ces deux approches, le rôle de la culture versus les intuitions est très différent, est vu très différemment. Puisque pour le tenant des modèles mentaux, l'information culturelle va interagir avec les fortes intuitions, mais sans les remplacer. C'est-à-dire, les enfants vont construire des modèles qui vont synthétiser les deux sources de connaissances, tout en restant cohérents dans leur représentation. Alors que pour les tenants de l'approche fragmentée, la transmission culturelle, elle va être centrale, et au contraire, les intuitions vont être très peu influentes, et elle va être centrale et elle va permettre aux enfants de comprendre finalement les phénomènes non observables grâce à sa non-congruence avec leurs éventuelles croyances initiales, qui sont, selon ces auteurs, du coup, rapidement et facilement abandonnées au profit de l'information scientifique. Donc, c'est le facteur fondamental, le facteur principal, qui est donc considéré comme étant l'enseignement. Enfin, la transmission culturelle. Alors, il y a eu plusieurs études interculturelles qui ont été menées par les différents courants, où du coup, on va avoir des conclusions qui vont être finalement assez différentes suivant les auteurs. Donc ici, ce sont dans le courant des modèles mentaux, les auteurs ont en fait répliqué leur étude qui avait identifié ces modèles mentaux de la Terre chez des enfants d'Inde et des enfants sur l'île de Saba. Alors, ce qu'ils ont observé, donc leur idée, c'était justement de mettre en avant, de tester l'universalité des modèles mentaux et le rôle contraignant des intuitions. Donc, ils ont observé qu'ils retrouvaient exactement les mêmes types de modèles, c'est-à-dire des modèles plats initiaux, des modèles synthétiques et des modèles scientifiques, avec des petites particularités, comme par exemple ici en Inde, un disque qui va flotter sur de l'eau ou une terre rectangle, plate et rectangle qui va flotter sur de l'eau, et qu'ils interprètent comme reflétant simplement les mythologies locales ou des organisations sociales ou culturelles des différentes groupes d'enfants. Donc, ils en déduisent que les modèles mentaux sont universels et que les présuppositions, les intuitions sont également universelles et fortement contraignantes puisqu'on va retrouver le même type de représentation chez les enfants, quelle que soit leur culture, leur contexte culturel. Donc, il y a d'autres auteurs qui ont cherché à identifier les rôles relatifs des intuitions et de la transmission culturelle sur l'acquisition des connaissances, donc ici liées à la forme de la Terre, en s'intéressant aux enseignements explicites. Donc, l'idée de cette étude, c'était de comparer des réponses d'un groupe d'enfants anglais avec un groupe d'enfants australiens pour lesquels l'enseignement est différent, en ce sens où, en Australie, l'enseignement de l'astronomie débute dès la maternelle. Donc, ils ont comparé des enfants de moyenne section CP et CE2, donc on va dire de 4-5 ans jusqu'à 8-9 ans, au sujet de leur compréhension de la forme de la Terre. Donc, les deux parallélépipèdes, rose clair et rose foncé, sont associés plutôt à des réponses scientifiques ou de Terre sphérique, et les verts plutôt des réponses plates.
Et ce qu'ils observent, c'est que finalement, avec un enseignement précoce, les enfants en Australie vont avoir des réponses davantage liées à la sphéricité de la Terre et plus précocement que les enfants anglais, pour lesquels l'enseignement de l'astronomie ne démarre qu'au CE2. Donc, ils vont en déduire finalement qu'il y a une transmission culturelle directe des connaissances qui va être facilitée donc, par la précocité de l'enseignement, et donc ils vont montrer l'influence de cette transmission. Donc, du coup, ça leur permet de relativiser le rôle contraignant des présupposés, puisqu'ils vont dire que finalement, les présuppositions, elles vont être plus ou moins influentes. En tout cas, elles vont perdre leur influence ou leur facteur contraignant si les enseignements sont proposés précocement à l'enfant. Donc, très rapidement, il va pouvoir abandonner un peu ces idées intuitives de terre plate, par exemple. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces études ont été effectuées dans un contexte culturel relativement similaire, puisqu'il s'agissait d'enfants anglais et australiens. Alors, il y a une autre étude qui s'est intéressée donc, au même questionnement, c'est-à-dire quels sont les rôles relatifs des enseignements et du contexte culturel, et donc des intuitions dans la compréhension de la forme de la Terre chez l'enfant, en comparant des enfants burkinabés et français. Alors, la particularité de ces deux contextes culturels, c'est que d'une part, le contexte culturel est très différent, puisqu'il y a une forte présence une forte culture animiste qui est encore présente au Burkina Faso, et un contexte plus mécaniste chez les enfants français, avec des accès à des informations scientifiques via les médias ou les musées scientifiques, ce à quoi n'ont pas accès les enfants burkinabés. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont exactement les mêmes curriculums scolaires, c'est-à-dire qu'au Burkina Faso, les curriculums qui sont suivis en sciences sont les curriculums français. Donc, ça veut dire qu'ils reçoivent les mêmes enseignements, théoriquement, au même moment, au niveau de l'école. Donc, ces enseignements démarrent en CE2, et on voit que, malgré des enseignements similaires, on va avoir davantage de réponses qui restent associées à des visions de terre plate chez les enfants burkinabés, et davantage de réponses associées à des terres sphériques chez les enfants français, malgré le même enseignement. Donc, ça remet un peu en cause l'idée que finalement, seul l'enseignement permettrait d'abandonner les présuppositions initiales des enfants. Il semblerait qu'il y ait également la convergence ou la divergence des témoignages puisse avoir un rôle fondamental, puisque les enfants français vont être principalement confrontés à des témoignages convergents sur la rotondité de la Terre, alors que les enfants burkinabés vont avoir des témoignages dans le cadre scolaire qui peuvent être en contradiction forte avec les témoignages issus de leur contexte culturel, et qui donc renforceraient les intuitions initiales. Donc, ce n'est pas la seule présence finalement de l'enseignement scolaire, même précoce, qui permettrait à l'enfant d'acquérir et de construire des connaissances au sujet de la Terre. Et on voit qu'effectivement, ce que je viens d'expliquer, c'est qu'au Burkina Faso, la difficulté, ça va être la gestion de plusieurs visions concurrentes du monde. Alors, si on regarde de manière un petit peu, juste pour résumer un petit peu les quatre groupes culturels qui ont été étudiés ici, donc si on prend juste les enfants de CP et de CE2, donc 6-8 ans, on s'aperçoit que, donc en bleu, ce sont les enfants australiens, donc ici, ce sont les réponses, donc ici, qui sont 100% en lien avec la rotondité de la Terre, où là, on a un peu un mélange de plat et de rond, mais avec une majorité de réponses attendues. Donc, c'est le plutôt sphérique. Donc, on a une majorité d'enfants australiens qui utilisent donc des réponses principalement scientifiques dès le CP. Mais ce sont aussi ceux, on a vu, qui apprennent le plus tôt l'astronomie à l'école, avec des témoignages convergents par rapport à leur contexte culturel. Les réponses plutôt plates, c'est-à-dire on a une majorité de réponses de terre plate et quelques éléments de rotondité, elles apparaissent principalement chez les enfants burkinabés. Donc, on a vu que là, on avait
divergence des témoignages malgré un enseignement proposé en CE2. Et si on compare donc avec les enfants français, par rapport à l'enseignement similaire, on voit qu'on a effectivement des profils qui sont assez différents ici au niveau des catégories initiales, enfin naïves. Et on s'aperçoit, si on regarde le vert et le rouge, qu'en fait, on a des choses qui sont complètement comparables. Et il s'agit des enfants français et anglais. Et en fait, là, on a à la fois un contexte culturel qui est similaire et également des enseignements qui sont similaires, puisque les enseignements démarrent pour les deux contextes culturels en CE2. Et bon, après, au niveau des programmes précis en Angleterre, je ne sais pas, mais en tout cas, les thèmes liés à la Terre démarrent en CE2 pour les deux contextes. Alors, l'influence des présupposés, du coup, ce qu'on peut peut-être en déduire, c'est que l'influence de ces présupposés sur le développement conceptuel en astronomie va dépendre à la fois du contexte culturel et des enseignements que l'enfant reçoit, et bien sûr, des interactions entre tout ça et des différents, finalement, de la convergence ou de la divergence des différents témoignages sur le même objet qu'il va pouvoir recevoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces études interculturelles, elles ont permis de discuter du rôle des présuppositions versus la transmission culturelle dans l'acquisition des connaissances en astronomie. Mais il faut savoir que ce débat théorique, en fait, il se double d'un débat méthodologique, puisque les auteurs vont utiliser finalement des façons de recueillir les conceptions des enfants très différentes. D'un côté, les tenants de la théorie des modèles mentaux vont utiliser des questionnaires ouverts et des tâches de production. Donc, par exemple, ils vont poser comme type de question à l'enfant: quelle est la forme de la Terre? Peux-tu dessiner ou modeler la Terre? Donc, voilà des exemples ici. Une Terre toute plate, toute aplatie, représentant pâte à modeler. Et ici, une représentation qui pourrait s'apparenter à un modèle de Terre double, puisqu'ici, l'enfant a représenté une Terre dans le ciel et ici, une représentation locale d'un homme sur la Terre. Et au niveau de l'analyse des réponses, les auteurs utilisent une analyse qualitative, c'est-à-dire ils vont associer les réponses des enfants à des réponses a priori attendues par modèle et regarder un peu un degré d'adéquation entre le pattern de réponse de l'enfant et les réponses attendues modèle par modèle. Donc, c'est sur un critère relativement arbitraire, puisque ça peut être 80% d'adéquation ou 90% suivant les études. Alors, les tenants de l'approche fragmentée, à l'inverse, ils utilisent des questionnaires fermés ou à choix multiples et des tâches de reconnaissance. Donc, par exemple, ils vont poser la question suivante à l'enfant: la Terre est-elle ronde ou plate? Ou bien, parmi des modèles, lequel va correspondre le mieux à la forme de la Terre selon toi? Donc, on va lui présenter des modèles et donner explicitement les différentes réponses possibles que l'enfant doit choisir. Et à partir de ce type de questionnement, d'entretien avec l'enfant, les auteurs vont regarder de manière statistique s'il y a des associations entre les réponses d'un même enfant en lien avec tel ou tel modèle. Donc, voilà pour la façon dont ils procèdent. Et voici des exemples simplement de choix d'enfants qui choisissent donc, des modèles de la Terre ici, suivant ces différents modèles issus donc, de ce qui avait été trouvé avec les modèles mentaux. Donc là, on a un enfant qui choisit une terre sphérique. Et ici, on a un enfant qui avait produit une terre rectangle et plate. Alors là, je vais essayer de mettre le son. Je vais juste vous faire écouter un petit extrait d'un entretien avec un enfant qui semble avoir, à partir ici de cet extrait, un modèle de terre creuse, c'est-à-dire qu'il a construit une terre sphérique, vous voyez sa boule en pâte à modeler sphérique, mais il va indiquer que l'on habite à l'intérieur de la Terre, sinon, bien sûr, on tomberait si on était dessous. Alors, pour mettre le son... Est-ce que tu as partagé l'audio, Valérie? Il faut que tu t'ailles dans... Partager le son, ok. Alors, dites si vous entendez bien le son. C'est bon? D'accord. Donc ça, c'est bon. Très bien. Dis-moi, sur ta Terre, où est-ce qu'ils vivent les gens? Dedans. Dedans? C'est où dedans? D'accord. Ils vivent dedans, dedans. D'accord. Mais c'est bien, dedans.
tu rebouches. Alors les gens, ils sont dedans. Et est-ce que tu penses que les gens, ils peuvent vivre là en dessous? Non. Bon. Et pourquoi ils ne peuvent pas vivre là? Parce que sinon, ils sont à l'envers. Ah oui? Ils vont tomber. Forcément. Alors, je vais remettre. Ouais, vous avez entendu Vous m'entendez là du coup? Oui, enfin, moi j'ai entendu. Je pense que tout le monde a entendu. Oui. D'accord. Donc, je remets le son pour moi. Donc, voilà. Donc, là, on a un exemple d'enfant qui pourrait donc avoir ce modèle, ce fameux modèle naïf de terre creuse en fonction là, de la façon dont il va répondre sur cette partie-là. Alors, voilà d'autres exemples de représentation donc, de terre ici en version 2D, en dessin de terre plate, ici en version 3D, on l'a vu tout à l'heure, celle-ci, et ici de terre sphérique, donc dessin et représentation 3D. Alors, au niveau du type justement de questionnaire et de tâches de production ou de sélection, il y a eu différentes critiques qui ont été proposées par les différents auteurs des études citées. Donc, tout d'abord, il a été avancé que finalement les dessins, puisqu'il faut savoir, pardon, je ne l'ai pas dit, qu'au départ, les modèles mentaux, ils ont été découverts, je dirais, oui, les études se sont basées principalement sur des représentations des enfants associées à une série de réponses à des questions. Mais la représentation avait un poids important dans le critère de décision. Donc, ceci a été critiqué en disant que finalement, les dessins étaient peu susceptibles de représenter fidèlement la vision de la Terre d'un enfant parce qu'il y avait une difficulté, bien entendu, de représenter un objet en 3 dimensions sur un support en 2 dimensions, puisque ça demandait des conventions et un apprentissage spécifique pour être réalisé. D'autre part, il a été avancé que les tâches de reconnaissance, donc où il faut choisir parmi différents modèles, étaient plus accessibles pour des enfants que, de manière générale, que les tâches de rappel où l'enfant doit produire une réponse à partir d'un questionnement ouvert. D'autre part, il a été montré également que finalement, d'utiliser des questions ouvertes et répétées sur un même sujet peut inciter de manière artificielle les enfants à répondre de manière cohérente et donc à créer une apparence de cohérence qui n'est pas réelle. Et à l'inverse, les questions fermées ont également été critiquées en disant que finalement, ça pouvait permettre simplement une reconnaissance de la réponse scientifique par l'enfant et ça ne permettait pas de mettre en avant un modèle éventuellement alternatif de l'enfant sur la Terre. Donc, ces critiques, elles ont été formulées par chacun des courants sur la nature des questions des autres. Les questions ouvertes donc, augmenteraient artificiellement la cohérence des réponses, mais à l'inverse, les questions fermées augmenteraient artificiellement le nombre de bonnes réponses. Donc, on voit qu'ici, il y avait un peu un débat un petit peu figé sur ces aspects-là. Alors, et bien sûr, les deux types de questionnements ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais il semble que ce qui soit peut-être ce qui permette le plus finalement d'essayer de trancher ce débat, c'est peut-être de s'intéresser à la méthode d'analyse plutôt qu'à la façon dont on va interroger les enfants, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les modèles mentaux sont retrouvés à partir d'un pourcentage de correspondance entre les réponses de l'enfant à une série de questions et des ensembles de réponses attendues a priori par modèle. Donc, sur un critère arbitraire d'un taux de correspondance, il n'y a aucun test statistique qui est fait sur cette correspondance et les modèles mentaux naïfs sont retrouvés à partir de cette analyse qualitative. À l'inverse, la théorie des fragments de connaissances vont utiliser des recherches statistiques d'association entre les réponses d'un enfant, mais c'est un questionnaire du coup fermé ou à choix multiples. Et avec cette méthode-là, aucun modèle naïf n'est retrouvé. Donc, c'est-à-dire, ils retrouvent des fragments de connaissances et eux, ils retrouvent des modèles mentaux. Donc, à chaque fois, les conclusions, elles sont tirées à partir des propres méthodes des auteurs. Donc, ce qui est intéressant, qui a été fait plus récemment, c'est de rechercher sur la même méthode, d'utiliser finalement deux façons de rechercher les modèles mentaux. Donc, une façon qualitative, à partir du questionnaire ouvert, mais sur ces associations-là, appliquer aussi un test statistique sur les mêmes données.
Et là, on pourrait du coup peut-être davantage conclure quelque chose. Donc, l'étude est la suivante. Il y a eu une recherche, donc des enfants de CP, CE2, CM2 ont été interrogés à propos de leur compréhension de la forme de la Terre. Et à partir de la méthode qualitative de recherche des modèles mentaux, il y a eu un certain pourcentage, ici à peu près 25%, de modèles plats qui sont apparus principalement chez les jeunes enfants, des enfants français, des modèles doubles, des modèles creux, et ensuite, principalement chez les plus âgés, des modèles sphériques ont été observés. Et on a eu quand même un taux assez important de modèles inconsistants, c'est-à-dire des réponses vraiment mélangées qui ne permettaient pas de dire que l'enfant avait un modèle cohérent de la Terre. Alors, ce qui a été fait, donc on retrouve finalement quelque chose d'un peu similaire aux théoriciens des modèles mentaux, mais avec donc des pourcentages un peu plus faibles dans ces catégories naïves. Mais ce qui a été ajouté, c'est une validation statistique, c'est-à-dire un enfant qui va dessiner une Terre plate, creuse ou double, c'est-à-dire qui a un modèle naïf en termes de représentation, est-ce qu'il a plus de chances qu'un autre de répondre aux autres questions en accord avec ce modèle? Alors, statistiquement, il en est ressorti que non. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien entre le modèle, c'est-à-dire le modèle, il était, décidé entre la représentation graphique ou en 3D et 3 questions qui portaient sur la localisation du ciel, des gens, où on habitait sur la Terre, etc. Et ça a été mis en correspondance avec les réponses, plus ou moins, en lien avec les différents modèles, à d'autres questions, à une série d'autres questions. Et la deuxième question qui a été posée, c'est un enfant qui allait dessiner une Terre sphérique, est-ce qu'il avait plus de chances statistiquement qu'un autre de répondre aux autres questions en accord avec le modèle mental scientifique? Et bien là, c'était oui. C'est-à-dire qu'au niveau des scores qu'on a calculés en fonction des différents types de modèles, le seul score qui apparaît significativement plus élevé que le hasard, c'est lorsque la représentation scientifique est associée à un ensemble de réponses scientifiques. Donc, ça semble montrer ici, finalement, en utilisant, donc, sans changer de méthode, je dirais, en utilisant une validation statistique des modèles mentaux tels qu'ils ont été retrouvés qualitativement, que seuls les modèles mentaux scientifiques seraient validés comme ayant une existence de cohérence réelle. Alors, autre point, j'essaye d'avancer parce que je crois qu'il est presque à la fin. Il y a eu des auteurs qui ont également dit que finalement, les questions qui ont été posées à des enfants, donc des jeunes enfants de 6-7 ans, n'étaient pas suffisamment explicites. Quand on demandait à un enfant quelle est la forme de la Terre, finalement, ce n'était pas étonnant qu'on ait beaucoup de réponses un petit peu non attendues. Et ils ont essayé de faire la chose suivante, c'est-à-dire de reformuler les questions en étant explicite sur justement le référentiel ou le point de vue dans lequel on se plaçait. Donc, voilà par exemple ce qu'ils ont proposé. Imagine que tu es un astronaute dans un grand vaisseau spatial, tu voyages dans l'espace, tu es dans l'espace, très loin de la Terre, mais tu peux toujours voir la Terre depuis la fenêtre de ton vaisseau. À quoi ressemble la Terre depuis ton vaisseau? Quelle est la forme de la Terre? Et si l'enfant répondait rond, il y avait une question supplémentaire. Est-ce qu'elle est ronde comme une balle ou ronde comme un disque? Alors, avec ce type de reformulation des questions du questionnaire initial qui avait permis de trouver les modèles mentaux, ils observent en fait, donc ici c'est la version originale, donc les questions originales avec réponse scientifique, terre sphérique en bleu foncé et modèle naïf en rose. Le reste étant des modèles inconsistants. On voit qu'on a une baisse significative du nombre de modèles non scientifiques lorsque les questions vont être reformulées. Et une augmentation, bien sûr, du nombre de modèles scientifiques. Alors, pour aller plus loin, il y a eu la tâche de dessin qui a été proposée à des adultes tout venant, hein, c'était des étudiants en psychologie, et on s'aperçoit que la tâche de dessin, finalement, si ces dessins avaient été réalisés par des enfants, on aurait pu conclure qu'ils avaient des modèles de terre plate, par exemple ici, ou de terre creuse, par exemple, pour ce modèle-là. Or, les entretiens qui ont suivi ont montré que les adultes, a priori, n'avaient pas ce type... il y a eu quelques entretiens qui ont été menés à l'issue de cette étude, mais pas pour tout le monde. Donc, on peut se dire que peut-être il y avait quand même des difficultés conceptuelles chez certains adultes
et que tout ne relevait pas finalement d'un problème méthodologique lié à la tâche de dessin ou aux questions posées. Alors, est-ce que j'ai combien de temps là? 5 minutes ou... Oui, 5 minutes, c'est bien. Très bien. 5 minutes, d'accord. Alors, je termine là-dessus. Donc, ce qui a été fait pour aller plus loin là-dessus, c'est pour tester cette validité en fait des tâches de dessin et les questions, ça a été proposé finalement ce questionnaire, donc le questionnaire initial qui a été donné aux enfants, à des astronomes professionnels. Donc, si les astronomes répondent, entre guillemets, de manière scientifique aux questions du questionnaire, alors ça permettra de dire que le questionnaire, finalement, a une certaine validité conceptuelle. Si les astronomes donnent des réponses qui ont été jugées comme non scientifiques par les auteurs du questionnaire, alors ça veut dire, bien entendu, qu'il n'y a pas de problème conceptuel, donc c'est forcément un problème méthodologique qui va être lié au questionnaire lui-même. Alors, ce qui a été intéressant, j'avance vite parce que j'ai encore 3 diapos, je crois. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on recueille, avec cette étude-là, 36% de réponses non scientifiques à propos de la Terre de la part des astronomes. Alors, par réponse non scientifique, ce sont des réponses qui ont été considérées comme étant non scientifiques si elles étaient proposées par les enfants, par les auteurs initiaux. Et lorsqu'on fait une recherche qualitative de modèles mentaux, on ne trouve que 43% de modèles cohérents sphériques de la Terre. Donc, bien entendu, cela ne reflète pas les modèles, bien entendu, des astronomes. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les réponses qui ont été jugées scientifiques par les experts, parfois avaient été jugées comme non scientifiques par les concepteurs du test. Donc, ça pose un problème, puisque ça veut dire qu'il y a eu des déductions de réponses d'enfants qui ont été faites à partir, finalement, d'interprétations erronées de ce que pouvait être une réponse attendue à un certain nombre de questions posées par rapport à la Terre. Et les astronomes leur avaient demandé d'écrire des commentaires sur ces questions qu'on leur avait posées, et les commentaires soulignent la forte ambiguïté, l'imprécision d'un certain nombre de questions, comme ça avait été montré d'ailleurs dans d'autres études en reformulant les questions. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, ce questionnaire qui a permis d'identifier les modèles mentaux semble manquer de validité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de toutes les conclusions tirées de ce questionnaire, c'est-à-dire des connaissances des enfants cohérentes au sujet de la Terre? Les modèles finalement naïfs de la Terre, ils semblent apparaître à partir de toutes ces études comme des artefacts méthodologiques qui reflèteraient majoritairement des difficultés liées à la tâche plutôt que des difficultés conceptuelles. Et enfin, cela montre de manière générale qu'il est important de construire des outils d'évaluation des connaissances des enfants, bien sûr avec les spécialistes du domaine, donc ici, en l'occurrence, les astronomes, puisqu'on voit qu'il y a eu un certain nombre de modèles non naïfs qui ont été identifiés parce que les réponses avaient été considérées comme non scientifiques à certaines questions, alors qu'elles étaient tout à fait recevables pour les astronomes. Donc, au niveau des perspectives, outre l'intérêt, bien sûr, théorique de ce débat, c'est-à-dire sur la compréhension de la structuration des connaissances, répondre à ce débat a aussi des implications importantes pour l'enseignement, puisque si les connaissances en astronomie s'organisent sous forme de modèles mentaux cohérents, alors il convient de trouver un moyen de rendre conscient et explicite à l'enfant son modèle en vue de rechercher une façon de le déconstruire et d'abandonner donc les présuppositions qui sont considérées ici comme très fortement contraignantes. À l'inverse, si les connaissances sont fragmentées, alors il convient de proposer précocement des enseignements explicites en astronomie en vue donc de permettre à l'enfant de sélectionner et de mettre en lien les différents fragments qui génèrent des idées naïves. Donc, il apparaît important, bien sûr, à partir de cette idée-là de dépendance au contexte, que l'explicitation des différents points de vue sur un même concept et les domaines de validité ou les équivalences de ces points de vue soient rendus explicites, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'enseignement des concepts en astronomie ou de la forme de la Terre, pour reprendre l'exemple ici. Donc, va être nécessaire de mener d'autres études, c'est-à-dire de rechercher
à la fois le côté structurel, donc des connaissances en astronomie, parce que, par exemple, il y a des études qui ont montré que pour la gravitation, la compréhension de la gravitation, il y avait des classes de modèles cohérents, statistiquement identifiées. Donc, on voit que ce n'est pas forcément la même façon d'apprendre en fonction du concept d'astronomie étudié. Il peut être intéressant de mixer les types de questions et de tâches, puisqu'on voit que chacune des méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Peut-être l'intérêt, c'est de mixer un petit peu les différentes façons d'interroger un enfant. Et peut-être faire des observations plus écologiques, puisque là, c'est très expérimental, c'est-à-dire que l'enfant, il est tout seul, il répond à un questionnaire face à un chercheur, et peut-être qu'une façon de mieux appréhender sa compréhension serait d'associer également des observations plus en résolution de problèmes ou dans la classe, indépendamment d'une interview, en fait. Donc, pour conclure, je dirais que mieux comprendre l'influence relative des présuppositions, du contexte culturel, des différents témoignages plus ou moins congruents et des enseignements scolaires explicites dans l'acquisition des connaissances en astronomie est fondamental pour mieux appréhender les sources de difficultés et les obstacles que peuvent rencontrer les enfants dans la construction de concepts scientifiques en astronomie. Alors, juste pour terminer, en fait, donc là, j'avais choisi de présenter un peu un état de l'art du débat actuel sur le sujet, mais après, il y a énormément de travaux qu'on a menés dans le cadre des changements conceptuels, c'est-à-dire quelles peuvent être des modalités mises en œuvre pour faciliter la compréhension de phénomènes liés à l'astronomie, donc à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, par exemple, comme des activités d'argumentation entre les élèves ou de réfutation d'hypothèses ou de collaboration entre les enfants, donc, qui ont montré donc, une efficacité sur l'acquisition des connaissances en lien avec un certain nombre de concepts comme, par exemple, les saisons et les phases de la Lune chez les futurs enseignants ou le jour et la nuit pour, par exemple, des enfants d'école élémentaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et pour ceux qui veulent éventuellement davantage de détails, il existe un petit ouvrage qui va paraître aux éditions CEPADUS et qui explicite en fait toutes les études là mentionnées, y compris les études en lien avec les changements conceptuels chez l'enfant et chez l'adolescent et le jeune adulte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc pour les questions, vous pouvez lever votre main dans le chat. Et Roger, je te laisse du coup donner la parole aux personnes qui veulent poser des questions. Après, c'est moi qui laisse. Il y a des questions dans les questions-réponses. Je ne sais pas si on commence par ça. D'accord. Vincent... Par la dernière, alors. Comment ? On commence par la dernière. Pourquoi faire expliciter à l'enfant son modèle? Une fois qu'il l'aura construit, il sera plus difficile pour lui de le déconstruire. Il apprendra plus facilement le bon modèle s'il n'a pas de modèle préconçu, non? Ça, pas forcément, parce qu'en fait, le problème que relèvent ces auteurs, c'est que souvent, il y a beaucoup d'implicites. Et donc, du coup, l'enfant, en fait, quand il répond à une question au sujet de la Terre, par exemple, ou du cycle jour-nuit, en fait, il n'a pas forcément conscience de ces présuppositions fortes qui contraignent son interprétation des phénomènes. Alors, peut-être lui faire prendre conscience, c'est à tester, hein, je n'ai pas de réponse, on va dire, scientifique à donner, parce que je n'ai pas d'étude qui a montré que c'était mieux ou pas mieux, mais peut-être, je me dis l'idée de lui faire rendre explicite, c'est de lui montrer en quoi son modèle effectivement permet d'expliquer les observations ou les informations qu'il reçoit, mais comment on peut du coup expliquer aussi autrement les choses de manière à ce qu'il puisse abandonner son modèle en ayant compris pourquoi il y avait un autre modèle qui était peut-être plus pertinent. Et voilà. Je ne sais pas si Noël, tu veux réagir à ça. Sinon, une autre question. Y a-t-il eu des études comparatives en France dans des milieux sociaux différents?
milieu rural, d'éducation prioritaire, etc., pour avoir des éléments de comparaison dans le cadre d'un enseignement similaire, mais avec un contexte culturel différent? Alors, à ma connaissance, non. Les études qui ont été menées, qui s'intéressaient au contexte culturel différent, c'était dans d'autres, donc par exemple comme au Burkina Faso ou au Maroc, il y a eu des études aussi, ou dans d'autres pays comme l'Inde, etc. Mais au niveau de l'aspect rural ou urbain, je n'ai pas de connaissances d'études en France là-dessus. Encore une question. S'agissant des modèles mentaux de la Terre, quelles sont les insuffisances d'un modèle justifiant le passage d'un modèle I justifiant le passage au modèle I+1 de la représentation plane à la représentation sphérique? Alors, en fait, l'enfant, suivant cette théorie, va pouvoir changer de modèle quand il est capable de réinterpréter ou d'abandonner un certain nombre de présuppositions qu'il a à propos de la Terre. Donc, d'idées naïves comme le fait que la gravité agit toujours, enfin, qu'un objet non soutenu va tomber ou que la Terre est plate et soutenue par quelque chose. Donc, en fait, c'est la mise en évidence, si vous voulez, de l'abandon en fait, d'une présupposition, c'est-à-dire la compréhension que la Terre est un objet céleste et qu'on ne va pas appliquer les mêmes lois que les objets que l'enfant manipule, lui permet finalement de passer éventuellement à un modèle supplémentaire. Après, bien sûr, via l'enseignement, lorsqu'on va faire travailler à l'enfant sur les différents points de vue, ce qu'on va lui faire travailler comment dire, par exemple, historiquement, la façon dont on a pu mettre en évidence la rotondité de la Terre, tout ça, ça va l'aider. Mais indépendamment de l'enseignement, c'est déjà la compréhension qu'il faut abandonner un certain nombre de présuppositions, d'après cette théorie. Justement, il y avait une question. Est-ce qu'il est possible de faire une comparaison entre les modèles mentaux progressivement développés par les enfants et l'histoire de l'évolution des représentations en astronomie? Oui, tout à fait. Par rapport aux modèles initiaux de Terre plate, on a effectivement… en fait, les enfants, ils vont se baser beaucoup sur l'observation, selon la théorie des modèles mentaux. Donc, ils sont fortement contraints parce qu'ils observent. Et donc, forcément, ils sont dans les mêmes, je dirais, conditions par rapport à l'observation que les personnes dans l'histoire des sciences. Donc, on va retrouver le même type, effectivement, de modèles. En fait, ce sont des modèles qui sont basés sur une vision depuis la Terre, en fait, une observation depuis la Terre. Donc, en effet, on va retrouver ces types de modèles. Après, pour les modèles de terre creuse, etc., je n'ai pas connaissance que dans l'histoire, il y a eu ces modèles-là. Mais en tout cas, pour les modèles plats, oui, tout à fait. Oui. Isabelle qui pose la question. Il y a eu la thèse de Clémence Perronnet sur le sujet, dont son titre « La culture scientifique des enfants en milieu populaire. Étude de cas sur la construction sociale du goût, des pratiques et des représentations du science ». Est-ce qu'il y a un mot à dire là-dessus? Je ne connais pas cette thèse. Donc, si la personne veut dire quelque chose, avec plaisir, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas connaissance de ce travail. C'est Isabelle Vauglin. Pendant que je donne la parole à Isabelle, il y a la question de Pierre Guillard. Pierre Guillard. Est-ce qu'il y a des études sur la présupposition initiale de finitude? Parce qu'il a remarqué que tous les modèles que tu as évoqués sont finis. Est-ce qu'il y a des études sur le fait de cette présupposition initiale de finitude? En fait, au niveau des… Alors, non. Après, au niveau de la présupposition de finitude, en fait, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Par contre, effectivement, les modèles qui sont identifiés sont tous des modèles finis. Il n'y a pas de modèle où la Terre serait plate à l'infini, par exemple. Mais comme les présuppositions, d'après cette théorie des enfants, se basent beaucoup sur les présuppositions de la physique naïve, en fait, ils se basent beaucoup sur l'interprétation des objets qu'ils peuvent manipuler. Et du coup, ils sont face à des objets qui sont finis. Donc, il y a un peu ce lien avec le fait d'associer la Terre à un objet du quotidien, un objet sur lequel on peut expérimenter et donc qui est a priori fini.
Ok, Isabelle peut prendre la parole si tu veux. Oui, c'était juste pour compléter la remarque que venait de dire Valérie. C'est la thèse effectivement de Clémence Perronnet qui s'est intéressée à savoir comment la culture scientifique venait à des enfants de milieux populaires, mais en France. Alors, je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas lu complètement, hein, mais j'avais été en lien avec elle parce que elle avait fait en particulier une comparaison sur la différence de la culture scientifique et la représentation des sciences pour les filles et garçons dans ce milieu populaire et un milieu plus favorisé, on va dire. Je ne sais pas si elle avait fait quelque chose sur l'astro spécifiquement, mais par contre, sur les sciences en général, oui. Elle avait fait cette thèse-là. C'était une thèse sous la direction de comment elle s'appelle, Christine Détré, qui est spécialiste du genre. Donc, c'est peut-être un petit peu à la marge de ce que l'on dit, mais pour ce qui est de la différence, de ce que j'avais retenu, c'est qu'il y avait une différence fondamentale, marquée entre la culture scientifique dans les milieux populaires français et les milieux favorisés français pour des enfants à l'école primaire. Oui, alors ça, c'est vrai que je n'ai pas de résultats là-dessus par rapport à ce point-là. Les résultats qu'on avait par rapport au genre, simplement, c'est qu'en France, on n'avait pas de différence significative entre les filles et les garçons, donc au niveau de l'astronomie, des conceptions d'astronomie. Par contre, au Burkina Faso, il y avait une différence significative entre les filles et les garçons par rapport à leur façon d'apprendre donc la forme de la Terre ici. Et effectivement, ça avait déjà été observé par rapport à pas forcément l'astronomie, mais à un certain nombre de concepts scolaires, parce que ça a été corrélé en fait au fait que quand ils sont tout petits, les enfants, les petits garçons et petites filles participent de manière assez équivalente aux tâches de la maison. Par contre, vers l'âge de, je ne sais plus exactement, mais 8 ans ou 9 ans, on a une différence qui se crée où ce sont les filles qui vont davantage participer aux tâches de la maison et donc s'éloigner un petit peu plus des problématiques de l'école. Et on observe effectivement du coup une diminution des connaissances scientifiques chez les petites filles d'école élémentaire. Donc on peut interpréter, ça ne veut pas dire que c'est la raison, mais qui peut être interprété par ce point-là, avec ce point-là. Valérie, peut-être une dernière question. Est-ce qu'on a répertorié, alors en discriminant les cultures, ces présuppositions que peuvent avoir les enfants en bas âge? Pardon, excuse-moi, tu as terminé? Oui, tout à fait. Alors, en fait, par rapport à la forme de la Terre ou à l'astronomie, oui, il y a les présuppositions qui ont été considérées comme universelles de gravité au bas, de platitude, de support, c'est-à-dire qu'un objet, il est continu, il est solide, on ne va pas pouvoir passer à travers. Donc ça a été décrit dans les études donc, de Vosniadou, qui s'est intéressé justement à la façon dont allaient être générer ces fameux modèles mentaux. Et en fait, au niveau des différences culturelles, en fait, elle a mené donc, des études dans différents contextes culturels, donc comme j'avais montré en Inde, par exemple, et sur l'île de Samoa, et comme elle retrouve le même type de modèles mentaux, elle en conclut qu'effectivement, ces présupposés de la physique naïve sont universels et sont innés, quelle que soit la culture. Alors, ce qui n'est pas forcément la position des autres théoriciens, qui considèrent que ces contraintes seraient effectivement peut-être existantes, en effet, parce qu'elles sont basées sur l'observation même, on a vu chez le bébé, qui a déjà finalement des connaissances de ce qu'il va attendre, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'objet va tomber ou ne va pas tomber. Mais par contre, pour le deuxième courant théorique, ces présuppositions, elles sont très peu contraignantes, c'est-à-dire que très rapidement, l'enfant est capable de les abandonner. Donc là, ils sont en désaccord sur ce point-là.